Bois, Denise, tu verras, ce vin a quelque chose de particulier. C'est cette phrase-là, exactement celle-là, qui a fissuré l'air de la salle à manger ce soir-là. Une phrase prononcée par Marianne, ma belle-fille, avec un sourire trop lisse, trop maîtrisé, comme si chaque mot avait été poli avant d'être déposé dans l'espace. Elle tenait la bouteille à deux mains, inclinée légèrement, le liquide rouge coulant dans les verres avec une lenteur presque cérémonielle. Un vin coûteux, je le savais rien qu'à la façon dont elle l'avait sorti de sa petite armoire vitrée, réservée aux bouteilles spéciales. Mais ce n'était pas le prix du vin qui me troublait, c'était sa voix. Son regard, cette ombre furtive, un battement de cils à peine perceptible, qui trahissait quelque chose d'autre. Je l'ai vu, je l'ai senti. Une femme de mon âge reconnaît les intentions cachées, comme on reconnaît l'odeur de la pluie avant qu'elle ne tombe. Luc, mon fils, n'avait rien remarqué. Il parlait au téléphone sur le balcon, un appel urgent qu'il n'avait pas su repousser. Il riait même, sans entendre que quelque chose dans cette pièce se durcissait, prenait forme, s'alourdissait comme un rideau trop épais. Marianne posa finalement un verre devant moi, un verre dont la couleur m'a immédiatement saisi. Un rouge plus sombre que d'habitude, presque violacé, comme si le vin avait vieilli dans la pénombre d'un secret. Je n'ai rien dit. À 72 ans, on apprend que le silence est parfois une première arme discrète, mais aiguisée. Elle s'est assise en face de moi, les coudes sur la table. Tu devrais vraiment goûter, Denise. Ça te fera du bien. Ce fait du bien avait la texture du mensonge. Je pense que le temps s'est arrêté à cet instant précis. Je l'ai senti. J'ai regardé ce verre comme on regarde un animal endormi dont on devine les crocs. Puis j'ai levé les yeux vers ma belle-fille. Elle me fixait avec une douceur fabriquée, une douceur qui n'appartenait qu'à ceux qui cherchent à dissimuler une intention trop lourde. Elle eut un petit rire, un souffle presque. Et dans ce souffle, elle a glissé une phrase qui a tout fait basculer. « À ton âge, tu devrais profiter des petits plaisirs pendant qu'ils durent. » Pendant qu'ils durent, ces trois mots ont claqué dans ma poitrine comme un coup sec. Elle croyait que je ne comprendrais pas, que je n'entendrais que la surface des phrases, que j'étais devenue cette vieille femme docile, un peu lente, un peu fragile, que l'on peut manier comme un bibelot. Elle ne savait pas encore que les femmes silencieuses ont des oreilles très fines. Pendant qu'elle se levait pour aller chercher le plat au four, un geste simple, banal, j'ai observé les verres. Celui devant elle avait une couleur légèrement plus claire. Ici, un œil inattentif n'aurait rien vu. Mais moi, j'ai vu immédiatement que ce n'était pas la même profondeur, pas la même densité. Je l'ai compris, je l'ai su. Alors, quand elle a tourné le dos, j'ai avancé ma main. Un geste lent, maîtrisé, presque invisible sous l'ombre de la lampe suspendue. J'ai glissé mon verre vers sa place. Et j'ai ramené le sien devant moi. Aucun bruit, aucun choc. Rien qu'un glissement silencieux, comme le frôlement d'un secret que l'on déplace. Elle est revenue en souriant, fière de sa cuisine, fière de sa mise en scène. Elle ne s'est doutée de rien. Elle s'est assise. À sa façon élégante, un peu trop élégante. Elle a saisi son verre qui était désormais le mien. « Allez, santé !» Elle a trinqué. Luc, à peine revenu du balcon, a levé son verre sans comprendre, distrait, absent. Moi, j'ai simplement porté le verre à mes lèvres sans en avaler une seule goutte. Et Marianne, elle a bu. Un grand trait, déterminé, presque impatient. Il a fallu moins de 10 secondes. D'abord un battement de paupières, puis un froncement de sourcils, une main portée à la gorge. Un souffle qui se casse, le verre reposé trop vite, heurtant la table. Luc s'est précipité vers elle. « Marianne ? Ça va ? » « Marianne !» il appelait, secouait doucement ses épaules, affolé. Moi, je suis restée assise, parfaitement immobile. Je ne tremblais plus. Je n'avais plus peur. Une femme qui a compris qu'on a tenté de la faire disparaître ne tremble plus, elle renaît. Marianne suffoquait. Ses yeux me cherchaient dans la pièce, larges, effrayés, pleins d'une terreur qu'elle-même ne comprenait peu, être pas encore. Elle savait seulement que quelque chose venait de se renverser, et que ce n'était pas ce qui devait arriver. Luc, à bout de souffle, se tourna vers moi. « Maman, qu'est-ce qui se passe ? Maman, dis-moi que tu n'y es pour rien. » Je l'ai regardé, avec une lenteur glacée, avec une lucidité nouvelle, presque brûlante.
Puis j'ai posé ma main sur la table. J'ai sorti une enveloppe Kraft que j'avais gardée dans mon sac. Je l'ai déposée devant lui. Une enveloppe scellée, adressée au notaire. Prête depuis des semaines. Luc, ai-je murmuré, ce verre n'était pas le mien. La pièce est devenue silencieuse. Silencieuse comme une tombe. Et c'est dans ce silence-là que ma justice a commencé. On dit souvent que lorsque la vie devient trop lourde, on se réfugie instinctivement dans le passé. Comme dans une maison d'enfance dont on connaît chaque marche, chaque porte, chaque fenêtre. Ce fut exactement ce qui m'arriva dans les jours qui précédèrent ce dîner funeste. Je sentais, sans pouvoir encore le nommer, une menace grandir autour de moi, et pour ne pas m'effondrer, je remontais le fil du temps avec une précision presque douloureuse. Je me suis souvent demandé quand ma vie avait commencé à basculer. Pas le soir où Marianne a porté ce verre à mes lèvres, non, bien avant. Peut être au moment où j'ai perdu Henri, ou peut être encore quand Luc est devenu adulte et qu'il a cessé, petit à petit, de me regarder comme une mère pour me voir comme une femme de trop. Ce glissement ne se fait jamais d'un coup. Il commence par des silences, des réponses rapides, des visites écourtées. Et un matin, on se réveille en comprenant que quelque chose s'est refermé, quelque chose qu'on ne rouvrira sans doute jamais. Mais avant que tout cela n'arrive, il y a eu une vie, la mienne. Je suis née dans une petite maison au bord de la Saône, une maison qui sentait le linge tiède, le savon de Marseille et les gâteaux aux noisettes que ma mère préparait le dimanche. Mon père travaillait au port fluvial. Il avait des mains larges, abîmées, mais d'une tendresse infinie quand il me coiffait avant l'école. J'ai grandi dans cette simplicité-là, une simplicité solide qui ne connaît ni trahison ni double discours. Puis il y eut Henri. Henri avec ses yeux très sérieux, sa façon de me regarder comme si j'étais une chose précieuse, fragile, qu'il avait peur de casser. J'avais 20 ans quand je l'ai rencontré, et je croyais encore à la beauté tranquille de l'avenir. Nous n'avons jamais eu l'histoire des romans, pas de passion brûlante, pas d'éclat, mais nous avons eu une vie tissée de gestes répétés, de compromis silencieux, de repas partagés dans une cuisine étroite, de marches du dimanche sous les platanes. Une vie solide, un peu rude parfois, mais où je me sentais à ma place. Luc est arrivé 3 ans après notre mariage. Ce jour-là, j'ai compris que tout ce que j'avais vécu jusqu'alors n'était qu'un prologue. Être mère, c'était pour moi une vocation, une évidence. Je me souviens encore de son petit corps contre le mien, de la chaleur de son front, de sa manière de serrer mon doigt avec une force incroyable pour un si petit être. Je me souviens de ses premiers pas, de sa première dent, de son premier chagrin, de sa première victoire à l'école. Je pourrais raconter sa vie entière, minute par minute, c'est cela. Être mère. Je me suis consacrée à lui avec une dévotion que je ne pensais pas posséder. Je travaillais à la bibliothèque municipale et chaque après-midi, je rentrais en courant pour être là quand il passait la porte. J'aimais préparer le goûter, écouter les histoires de la cour de récréation, repriser ses chaussettes, souffler sur son front brûlant quand il avait de la fièvre. Je croyais que donner ainsi ne pouvait jamais se retourner contre moi. Pendant longtemps, cela ne s'est pas retourné. Luc était un garçon doux, rieur, tendre. Je n'ai jamais compris quand ou comment il avait changé. Puis, quand il eut ses 28 ans, Marianne entra dans nos vies. Je me souviens parfaitement du jour où il me l'a présentée. Elle portait un tailleur beige, très élégant, trop élégant peut être pour un simple déjeuner dans mon salon. Elle avait un sourire impeccable, mais ses yeux brillaient d'une dureté discrète que je n'ai compris que bien plus tard. Elle a serré mes mains en me tutoyant immédiatement. J'ai trouvé cela un peu brusque, mais j'ai mis cela sur le compte d'une génération plus libre, plus directe. Le premier repas s'est bien déroulé, en apparence. Mais au moment de partir, elle a dit d'une voix légère « Votre maison est charmante, Denise. Peut être qu'un jour, quand Luc et moi aurons notre propre intérieur, vous nous laisserez vous aider à trier certaines choses. » Certaines choses. Les mots m'avaient frappé, sans que je comprenne encore pourquoi. C'était un avertissement qui ne disait pas son nom. Mais à l'époque, j'ai réprimé cette intuition. On apprend à douter de soi quand on a été une femme discrète toute sa vie. Puis, le temps a passé. Henri est tombé malade. Luc s'est éloigné. Marianne a pris de plus en plus de place, jusqu'à occuper tout l'espace, toute la lumière, tout mon fils. Quand Henri est mort,
J'ai cru que Luc reviendrait vers moi. Mais c'est à ce moment-là, au contraire, que Marianne a renforcé son emprise. En douceur, toujours en douceur, comme on resserre lentement un ruban autour d'un paquet fragile. Je me raccrochais alors à mes souvenirs, mes vérités anciennes, parce que le présent devenait de plus en plus étroit. Je me souvenais de ma jeunesse, de ma vie avec Henri, de l'enfance de Luc, non pas pour me plaindre mais pour survivre. Je ne savais pas encore qu'un jour, tout cela me servirait de mur intérieur. Un mur contre lequel personne ne pourrait me pousser sans résistance. Car une femme qui se rappelle d'où elle vient est une femme que personne ne peut éteindre. Il existe une forme de violence qui ne laisse ni bleu ni cicatrice, mais qui ronge pourtant plus sûrement qu'un coup porté. Une violence faite de mots ténus, de silences trop longs, de petites manières d'écarter quelqu'un sans jamais le dire franchement. C'est celle-là que Marianne a utilisée contre moi. Et si je ne l'ai pas comprise immédiatement, je l'ai ressentie, dans mon corps, dans mon cœur, comme une érosion lente et méthodique. Tout a commencé par des détails, toujours les détails. Les détails sont les premiers signes d'une tempête qui s'approche. Je me souviens d'un après-midi où je m'étais rendue chez Luc pour aider à préparer l'anniversaire d'Emma. Marianne avait déjà tout organisé, évidemment, mais j'avais malgré tout apporté un gâteau roulé à la confiture, la recette préférée de ma petite fille. Lorsque je lui ai tendu le plat, elle l'a pris entre 2 doigts, à peine. Comme si je lui remettais quelque chose de fragile ou de superflu. « Merci, Denise. On verra si on en a besoin. » Besoin. Ce mot-là m'a piqué comme une aiguille. Depuis quand une grand-mère apporte-t-elle des choses inutiles? La journée a continué, et je me suis mise à prendre conscience d'autres signes. Dans la cuisine, par exemple, chaque fois que je voulais aider, Marianne disait « Non, non. Repose-toi, Denise. Tu vas te fatiguer. » Une phrase qui, au début, semblait gentille, mais que j'ai bientôt comprise comme « Tu déranges. Tu n'es plus capable. Tu n'es plus chez toi ici. » Plus tard, alors que je tentais de m'approcher de Luc pour lui parler d'une facture que je ne comprenais pas, Marianne s'était placée entre nous, physiquement, en posant une main possessive sur son bras. « Laisse, je m'en occupe. » Elle se mélange un peu, tu sais? Elle se mélange. C'était ainsi qu'elle parlait de moi. Comme si j'étais une vieille femme confuse qui perd les mots et les objets. Ce même jour, je m'étais aperçu qu'un cadre photo avait disparu du mur de leur salon. La photo où l'on voyait Luc, enfant, assis sur mes genoux, me tenant les joues des 2 mains. Une photo pleine de rire et de lumière. Quand j'avais demandé où elle était passée, Marianne avait haussé les épaules. « Oh ça faisait un peu daté. J'ai fait un peu de tri. On ne peut pas garder toutes les vieilleries. » Vieilleries. C'est ainsi qu'elle nommait mes souvenirs. Je m'en souviens encore très bien. J'avais souri, un de ces sourires automatiques qu'on fait pour cacher la brûlure. Mais au fond de moi, quelque chose avait déjà commencé à se fissurer. Une mère sans tout, même le respect qui s'en va. La clé disparue. Le pire n'a pas été ce qu'elle disait, mais ce qu'elle insinuait. Un jour, alors que je venais de quitter leur maison après un repas, j'ai voulu ouvrir ma porte et je n'ai pas trouvé ma clé dans mon sac. J'ai cherché partout, dans mes poches, dans le fond du sac, entre 2 mouchoirs. Rien. Je suis retournée chez Luc, un peu paniquée. Je ne perds jamais mes clés. Marianne m'a accueillie sur le pas de la porte, un sourire en coin. « Oh Denise, tu cherches ça ?» Elle a sorti la clé de la poche de son gilet. « Tu l'as laissée tomber tout à l'heure. Tu deviens un peu étourdie, hein? Ce sont des choses qui arrivent. » Mais je l'ai regardée dans les yeux, et j'ai su. Je savais que je ne l'avais pas laissée tomber. Je suis une femme méticuleuse, depuis toujours. Ce qu'elle avait fait, ce n'était pas seulement me prendre ma clé, c'était tenter de me faire perdre confiance en moi, de me faire croire que ma mémoire faiblissait. C'est ainsi qu'on construit une fragilité chez quelqu'un. Par petites touches, presque invisibles, les remarques en biais, il y avait aussi des phrases lâchées comme des miettes, des phrases qu'on pourrait croire anodines si on ne les accumulait pas. Tu devrais être accepté qu'on t'aide pour tes papiers. À ton âge, les démarches deviennent compliquées. Tu oublies souvent, non? Non, je n'oubliais pas. On m'effaçait. C'est différent. Ces phrases-là, Luc ne les relevait pas. Il ne voyait rien. Ou plutôt, il ne voulait pas voir. Parce que voir aurait exigé de reconnaître que sa femme manquait de respect à sa propre mère. L'exclusion subtile. Les invitations diminuèrent.
Les conversations devinrent plus froides. Et un jour, Luc m'appela pour m'informer que le déjeuner du dimanche était annulé parce qu'ils avaient autre chose de prévu. J'entendais Marianne derrière lui, chuchotant, dirigeant la conversation. La maison de mon fils devenait un lieu où ma présence devait être contrôlée, limitée, gérée. Même Emma semblait parfois mal à l'aise quand j'étais là. Comme si quelqu'un lui avait dit que sa grand-mère était fragile, fatiguée, aménagée. Je n'étais pas fragile. Je n'étais pas fatiguée. J'étais juste seule contre une force invisible, une force qui grignotait ma place morceau par morceau. C'est ce jour-là que j'ai compris que les humiliations, même petites, peuvent suffire à construire une prison autour d'une femme. Une prison sans barreaux, mais avec des regards, des mots et des silences. Et j'ai senti très distinctement que ce n'était que le début. Parce que derrière cette cruauté passive, quelque chose d'autre se préparait, quelque chose de plus grave, quelque chose de plus sombre. Je crois que tout basculement commence par un moment qui n'a l'air de rien, mais qui ouvre soudain une brèche dans la réalité. Pour moi, ce moment est arrivé un jeudi après-midi, un de ces jours où l'air paraît trop calme pour annoncer la moindre tempête. Le ciel était d'un gris tranquille, sans menace. Et pourtant, c'est ce jour-là que j'ai compris que tout ce que je pressentais depuis des mois n'était pas de la paranoïa, mais une vérité froide, tranchante, presque clinique. J'étais passée chez Luc et Marianne sans prévenir un élan spontané, comme autrefois, quand je pouvais venir prendre le goûter avec Emma sans devoir demander la permission. La porte du garage était entr'ouverte. J'ai appelé, doucement. « Il y a quelqu'un » ? « C'est moi. » Pas de réponse. J'ai fait quelques pas dans le couloir. Je ne voulais déranger personne, seulement déposer un livre pour Emma. J'avançais lentement, presque en apnée. C'est alors que j'ai entendu des voix dans la cuisine. Pas une conversation ordinaire. Non, des chuchotements rapides, nerveux, comme deux personnes qui s'accordent sur quelque chose qu'elles savent répréhensible. J'ai reconnu la voix de Marianne immédiatement. Calme, précise, glacée. Il faut que ce soit fait avant la fin du mois. Elle ne pose pas de questions de toute façon. Une voix masculine lui répondit. Je ne la connaissais pas. Madame, si on falsifie la signature, il faudra que ce soit crédible. C'est risqué. Mon cœur s'est arrêté. Mes doigts ont commencé à trembler légèrement. Marianne a repris. Elle est vieille. Elle signe tout ce qu'on lui demande. Et même si elle se doute de quelque chose, qui la croira? Qui la croira? Cette phrase-là a frappé mon ventre comme un coup. J'ai reculé d'un pas, ma respiration presque coupée. Et c'est à ce moment précis que mon regard est tombé sur quelque chose posé sur la table du salon, à moitié caché sous un magazine. Une chemise cartonnée d'un bleu profond. Une chemise parfaitement neuve, lourde, bien remplie. Sur l'étiquette, écrit en lettres fermes. Dossier Denise Lebrun. Mon nom, noir sur blanc. Comme si j'étais un projet, une affaire, un problème à résoudre. Je suis restée figée. L'air s'est épaissi autour de moi, comme si quelqu'un avait fermé toutes les fenêtres d'un coup. Je ne savais pas si je devais fuir, hurler, entrer dans la pièce. Aucun mouvement ne me semblait possible. La voix masculine continua. « Et l'assurance vie? Vous êtes sûre qu'elle ne s'en rendra pas compte? » « Mais non, » répondit Marianne avec une assurance terrifiante. « Le bénéficiaire changera tout seul. Je vous ai déjà donné les documents. » Un silence. Puis elle ajouta « Luc signera si nécessaire. Il fait toujours ce que je lui dis. » Cette phrase-là m'a brisé un peu plus que le reste. Luc, mon fils, mon enfant, pris dans un engrenage qu'il ne contrôlait peu, être même pas, ou pire qu'il avait accepté sans réfléchir. J'ai senti mes jambes se dérober. Je n'ai pas ouvert la chemise bleue. Je n'en ai pas eu le courage. Ou peu. Être la force. Je ne savais pas ce qui me ferait le plus mal. Découvrir ce qu'il préparait, ou savoir que Luc le savait. J'ai fait demi-tour avec la discrétion d'une ombre. Chaque pas me semblait lourd, englué dans du goudron. J'ai traversé le garage, sorti dans la rue, et je me suis laissé glisser sur un muret, incapable de respirer correctement. Les voitures passaient, les gens parlaient, la vie continuait. Mais moi, j'étais comme suspendu dans un espace où plus rien n'avait de sens. Je me suis demandé, avec une lucidité presque brutale, comment en sont-ils arrivés là? Comment une femme que je n'avais jamais blessée,
avait-elle pu vouloir me manipuler à ce point? Et comment mon propre fils avait-il pu laisser cela se produire? Je suis restée longtemps sur ce muret. Peut être 30 minutes, peut être 1 heure. Je n'en sais rien. Le temps s'était dissous. Finalement, je me suis levée. Je suis rentrée chez moi. J'ai refermé ma porte. Et j'ai éclaté en sanglots, un sanglot muet, sans bruit, comme un animal blessé qui sait que crier ne changera rien. Je n'ai pas touché à la lumière. Je suis restée dans la pénombre du salon, sentant une partie de moi s'effondrer. Une partie ancienne, naïve, celle qui croyait que la loyauté familiale était immuable. Mais dans cet effondrement, quelque chose d'autre s'est levé, une forme de clarté, dure, implacable, tranchante comme le fil d'un couteau. Si je ne faisais rien, il me détruirait. Pas physiquement, peut-être, mais légalement, patrimonialement, moralement. Alors j'ai pris un cahier simple, à spirale, que j'utilisais autrefois pour noter mes listes de courses. Et sur la première page, j'ai écrit « Aujourd'hui, j'ai vu la vérité ». Puis j'ai noté chaque détail, les mots, les voix, la chemise bleue, la mention de l'assurance vie, le ton de Marianne, la lâcheté de Luc. Il n'y avait plus de place pour le doute, plus de place pour l'excuse, plus de place pour la candeur. Ce jour-là, dans la lumière grisâtre d'un jeudi ordinaire, j'ai compris que ma survie dépendrait de ma capacité à me battre, calmement, silencieusement, légalement. Et la femme silencieuse que j'étais depuis toujours s'est réveillée non plus pour servir, mais pour se défendre. Cette nuit-là, après avoir découvert la chemise bleue et entendu ces mots qui allaient me hanter pendant des semaines, je n'ai pas fermé l'œil. Pas une minute. Je suis restée assise dans mon fauteuil, ce vieux fauteuil en tissu taupe dont les accoudoirs portent encore la marque des mains d'Henri. Le salon était silencieux, étouffant, presque épais. On aurait dit que l'air lui-même pesait plus lourd qu'à l'accoutumée. Je n'arrivais pas à comprendre comment ma vie avait pu basculer ainsi, presque sans bruit, presque sans que je m'en aperçoive. Comment avais-je pu ne rien voir venir? Était-ce de la naïveté, de l'amour, du déni, ou simplement ce réflexe ancré en moi depuis des décennies de croire que les autres étaient incapables de cruauté, surtout ceux que j'avais aimés? Je regardais autour de moi. La petite lampe en céramique, la nappe brodée par ma mère, les photos sur le meuble en bois, chacune comme un fragment d'une histoire douce, lente, faite de sacrifices silencieux et de gestes répétés avec amour. Et au milieu de tout cela, une vérité effrayante s'imposait. Rien n'avait protégé cette vie-là des intentions de Marianne. Rien. À 3 heures du matin, j'ai allumé la lumière, je n'ai plus supporté l'obscurité. Elle amplifiait trop mes pensées. Je suis allée dans la cuisine, j'ai rempli une tasse d'eau que je n'ai pas bu. J'ai ouvert le robinet, puis refermé. J'ai déplacé un torchon, puis remis en place. Je n'arrivais pas à rester immobile. Mon cœur battait trop vite, comme s'il voulait sortir de ma poitrine. Une peur sourde me remontait dans la gorge, une peur primitive, celle de disparaître sans que personne ne s'en rende compte. C'est étrange comme, lorsqu'on vieillit, le monde extérieur nous renvoie l'image d'une fragilité qu'on ne ressent pas intérieurement. Je me sentais encore forte, lucide, capable. Mais Marianne, elle, voulait fabriquer l'inverse. Elle voulait que je doute de moi. Elle voulait construire une version de moi qui l'arrangeait, une version affaiblie, diminuée, manipulable. Et Luc suivait. Par amour, par paresse, par aveuglement, je ne savais plus. À 4 heures, je suis retournée m'asseoir dans mon fauteuil. Je me suis enveloppée dans un châle beige, celui qu'Emma m'avait offert pour Noël. Il sentait encore un peu son parfum. Cette odeur m'a fait trembler. Elle m'a rappelé que tout n'était pas perdu, que quelqu'un, quelque part, m'aimait encore réellement. C'est alors que la lucidité est venue. Pas une lucidité brutale. Une lucidité douce, lente, comme une lampe qu'on rallume progressivement. Je devais agir. Pas demain, pas plus tard. Maintenant, je ne pouvais pas affronter Marianne directement, je l'avais compris. Elle était trop habile, trop rusée, et surtout trop confiante en sa capacité à manipuler Luc. Elle savait sourire devant les autres, jouer la femme attentive, généreuse, ouverte, une façade que beaucoup prenaient pour de la sincérité. Moi, je n'avais qu'une seule arme, la vérité.
Et la vérité, pour exister, doit être écrite. Alors j'ai pris un cahier vierge dans le tiroir. Un cahier banal, à couverture souple, qui avait attendu des années sans servir. Je l'ai ouvert. Et sur la première page, j'ai écrit la date, puis ces mots. Aujourd'hui, j'ai vu ce qu'il prépare contre moi. Les lettres tremblaient un peu, pas de peur, mais d'émotion. Écrire rendait tout réel. Écrire, c'était refuser d'être effacé. J'ai noté la voix de Marianne, les phrases exactes, le ton employé, la mention de l'assurance vie, la présence de cet homme inconnu, la chemise bleue, la conviction qu'il comptait falsifier ma signature, et surtout la phrase qui ne me quitterait plus. Qui la croira? C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi, un lien, un fil, un instinct maternel trop docile. J'avais été une mère aimante, dévouée, j'avais été une épouse loyale, j'avais été une femme discrète, mais je n'étais plus prête à être une victime. À 5 heures, le jour commençait à se lever. La lumière grise envahissait ma cuisine, révélant la poussière sur les étagères, la petite fissure au coin de la fenêtre, la vie simple d'une vieille femme qui ne demandait rien d'autre que la paix. J'ai regardé mes mains. Elles ne tremblaient plus. J'ai compris que la bataille serait longue, qu'elle se jouerait dans l'ombre, avec des papiers, des signatures, des dates, des preuves. Pas avec des cris, pas avec des accusations, avec la patience. Et surtout, le silence. Parce qu'une femme qui crie n'est jamais écoutée. Mais une femme qui se tait, qui note, qui observe, qui prépare, est une femme redoutable. Cette nuit-là, je suis restée éveillée jusqu'au matin. Et au lever du soleil, je n'étais plus la même. La Denise effacée venait de mourir. La Denise lucide venait de naître. Le lendemain de ma nuit blanche, je me suis réveillée avec une détermination nouvelle, presque étrangère. Une force calme, froide, méthodique. Le genre de force qu'on ne découvre qu'en traversant l'humiliation, la trahison ou la peur, et parfois les trois à la fois. Je savais une chose. Si je voulais survivre, il me faudrait le faire légalement, intelligemment et silencieusement. Ce genre de combat ne se gagne pas à la voix. Il se gagne avec des documents, des preuves, une mémoire exacte. J'avais les trois. Je me suis préparée lentement. J'ai choisi un manteau simple, des chaussures solides, et j'ai glissé dans mon sac mon cahier de vérité, ma carte d'identité, mon relevé bancaire et une petite clé USB contenant la copie numérisée de mes papiers importants. Puis je suis sortie. L'air du matin était vif, presque piquant. Je me sentais étrangement droite, comme si les humiliations de Marianne m'avaient redonné une colonne vertébrale plus ferme. Chez le notaire, la première étape. Le cabinet de Maître Delmas était situé dans une vieille bâtisse en pierre, avec une plaque dorée qui brillait sous le soleil. Je connaissais ce lieu depuis longtemps. C'est là que j'avais signé mon acte de mariage, puis mon testament avec Henri. Mais jamais je n'aurais imaginé y revenir dans ces circonstances. Lorsque le notaire m'a vu entrer, il a levé les yeux au-dessus de ses lunettes. « Madame Lebrun, vous avez l'air préoccupée. » Je me suis assise. J'ai ouvert mon cahier. Et j'ai raconté, sans détour, sans pathos, sans exagération, la chemise bleue, les mots de Marianne, la mention d'une signature falsifiée, l'assurance vie, la présence d'un inconnu, le risque imminent. Maître Delmas n'a pas cligné des yeux. Il connaissait ce genre d'histoire trop bien, malheureusement. Vous avez fait ce qu'il fallait en notant tout. Maintenant, il faut agir vite. Il a sorti une pile de dossiers. J'ai senti mon cœur battre plus vite. Il m'a expliqué, dans un langage clair, presque rassurant, révoquer toutes les procurations si Marianne ou Luc en possédaient une, même ancienne. Changer mes comptes bancaires, les dupliquer ailleurs, sans préavis, avec un code de sécurité renforcé. Mettre sous scellé un nouveau testament, daté du jour même, explicitement protégé. Émettre une déclaration sur l'honneur, affirmant ma pleine lucidité, signée par lui. Rédiger une lettre de sauvegarde, adressée au juge aux affaires familiales, expliquant ma situation. Lister les objets de valeur de ma maison, avec photo, pour éviter toute disparition suspecte. Créer un dossier de preuves, composé de mon cahier et de copies de mes notes. Il a conclu « Vous êtes pleinement capable. Il est encore temps d'agir. Mais ne tardez pas. » J'ai signé les documents un par un. Ma main ne tremblait pas. À chaque signature,
J'avais l'impression de récupérer un morceau de ma dignité, une pièce de la femme que j'avais été, avant que Marianne ne tente de m'effacer. Quand je suis sortie du bureau, j'avais l'impression d'être moins vieille. Être parce que j'avais enfin cessé d'être passive. Être parce que je reprenais ma place non pas dans leur maison, mais dans ma propre vie. À la banque, sécuriser l'essentiel. La deuxième étape fut la banque. Une jeune conseillère, souriante mais un peu distraite, m'a reçue. Elle pensait sûrement que j'étais là pour changer un RIB ou demander une carte nouvelle, comme beaucoup de retraités. Mais lorsque je lui ai expliqué que j'avais besoin d'un compte supplémentaire, discret, sécurisé, et d'un suivi renforcé, elle s'est redressée. Elle a compris que quelque chose de grave se cachait entre mes mots. Je n'ai pas raconté toute l'histoire, les banques n'ont pas besoin de connaître les détails. J'ai seulement dit, j'ai des raisons de croire que quelqu'un essaie de manipuler mes finances sans mon accord. Elle a hoché la tête, une jeune femme qui connaissait sans doute, de près ou de loin, des histoires de famille compliquées. Nous avons créé un nouveau compte, transféré une partie de mes économies, activé une double authentification, mis en place une alerte SMS pour chaque mouvement supérieur à 15 €. En sortant, j'ai rangé ma nouvelle carte dans mon sac comme on range une clé de survie, préparé dans l'ombre le masque nécessaire. Les jours suivants, j'ai continué mon travail de fourmi. J'ai rangé mes papiers, j'ai classé mes preuves, j'ai pris des photos de certains objets précieux, j'ai envoyé une copie numérisée de mon cahier à mon notaire. J'ai même écrit une lettre destinée à Emma, une lettre qui ne serait ouverte que si quelque chose m'arrivait. Mais surtout, je me suis comportée exactement comme avant. Avec Marianne, j'ai souri. Avec Luc, j'ai parlé doucement. Je me suis présentée comme la mère docile, la femme un peu fatiguée, celle qui ne voit pas tout, celle qui fait confiance. Parce que la plus grande erreur aurait été de les alerter, de leur montrer que je savais, de leur laisser comprendre que j'étais en train de reprendre le contrôle. Une femme qui se tait peut voir beaucoup de choses. Une femme qui continue de sourire peut préparer tout un plan sans qu'on ne s'en rende compte. Et moi, dans ce silence stratégique, j'ai trouvé une force nouvelle, une force tranquille, presque musicale, celle d'une femme qui ne se laisserait plus voler. Les jours qui ont suivi mes démarches furent étranges. Je vivais dans une sorte de théâtre silencieux, jouant un rôle que j'avais moi-même écrit, celui d'une vieille femme docile, un peu lente, qui ne se doute de rien. Et eux semblaient plus confiants que jamais. Comme si mon apparente tranquillité les rassurait. Comme si ma fragilité feinte leur confirmait qu'ils tenaient enfin la situation entre leurs mains. Je savais pourtant que la fin approchait. Je la sentais dans l'air, dans les gestes trop polis de Marianne, dans les silences nerveux de Luc, dans la façon dont il se lançait des regards complices lorsque je détournais les yeux. Il préparait quelque chose. Et j'attendais. Ce fut un samedi soir que tout bascula. Le dîner innocente. Marianne m'avait invitée avec une insistance un peu forcée. « Venez dîner, Denise. On aimerait vous faire plaisir. » Cette phrase, déjà, était suspecte. Je n'avais plus entendu le verbe plaire dans sa bouche depuis longtemps. J'ai accepté. Évidemment, c'était le dernier acte. Et j'en connaissais déjà le dénouement. Quand j'arrivais chez eux, la maison était impeccable, éclairée par une lumière chaude, presque intime. Marianne avait décoré la table avec une attention inhabituelle. Nappe blanche, bougies, serviettes pliées en forme de fleurs. Une ambiance très travaillée, très maîtrisée, trop maîtrisée. Luc était nerveux. Il bougeait sans cesse ses mains, ajustait son col, vérifiait son téléphone. Il leva les yeux vers moi, puis les baissa brusquement. Un homme qui sait, mais qui se tait. Marianne, elle, rayonnait. Elle souriait comme une hôtesse parfaite. « Installe-toi, Denise. Ce soir, tu n'as rien à faire. » Je me suis assise. Je me suis laissée faire. J'ai joué le jeu jusqu'au bout. Puis elle a sorti la bouteille. Une bouteille de vin rouge si chère que même Henri, amateur de bon cru, n'en avait jamais acheté. Elle la leva vers la lumière, observa son étiquette et la déposa sur la table comme un trésor. « C'est une occasion spéciale, » dit-elle. Je n'ai pas demandé laquelle. Je connaissais déjà la réponse. Les verres, Marianne servit 3 verres. Le vin coulait doucement, en un filet sombre, velouté, presque épais. Mais quelque chose clochait. La couleur du vin dans mon verre était légèrement différente. Une nuance plus trouble. Une densité trop forte. À une autre époque,
j'aurais pensé que c'était la lumière. Mais la Denise de maintenant, celle qui écrit, qui observe, qui note tout, ne se laisse plus tromper par les reflets d'une lampe. Marianne posa le verre devant moi avec délicatesse. Trop de délicatesse. La délicatesse de quelqu'un qui manipule une scène, pas quelqu'un qui accueille un invité. « Goûte-le, Denise, murmura-t-elle. Tu verras. Il est spécial. Spécial. » Encore ce mot. Comme un avertissement qu'elle ne savait plus dissimuler. Luc fit semblant de ne rien entendre. Il regardait son téléphone, mais ses doigts tremblaient légèrement. Je ne lui en voulais plus. Il était pris, piégé entre son amour et sa lâcheté. Le geste décisif. Puis Marianne se leva pour aller chercher le plat principal. Une seule seconde, où elle eut le dos tourné. Et dans cette seconde-là, le monde a basculé. Je me suis penchée vers la table. J'ai poussé mon verre vers sa place. Et j'ai ramené le sien devant moi. Un échange calme, fluide, presque élégant, comme si je n'avais fait que replacer un couvert. Quand elle revint, tout était à sa place. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Le verre fatal. « Allez, santé !» lança-t-elle avec une gaieté forcée. Luc leva son verre. Je levai le mien, celui qui lui appartenait. Et Marianne, elle but d'un geste franc, assuré, avec l'avidité de quelqu'un qui pense avoir déjà gagné. Les premières secondes, rien. Puis, une ombre passa sur son visage. Ses paupières battirent plus vite. Sa gorge se serra. Elle posa sa main contre sa poitrine. Je. Luc se précipita. Marianne, qu'est-ce qu'il y a? Elle suffoquait. Elle chercha mon regard, un regard de terreur pure. Elle comprit. Elle sut. Pas ce que j'avais fait, mais ce qu'elle avait tenté de faire. Et moi, je restais immobile. La vérité, révélée dans un murmure. Luc, paniqué, se tourna vers moi. « Maman, qu'est-ce que tu lui as donné ?» Alors je sortis doucement de mon sac une enveloppe Kraft. Je la posai sur la table. Mon nom, la signature du notaire, le cachet officiel. Un silence épais s'abattit dans la pièce. Puis je prononçai la phrase qui m'avait sauvée. Calme, lente, précise. Ce verre n'était pas le mien. Luc blêmit. Marianne voulut parler, mais seuls des sons brisés sortirent de sa gorge. Je me levai, sans violence, sans précipitation, avec la dignité calme d'une femme qui a attendu trop longtemps. « Vous avez oublié une chose, » murmurai-je. Les femmes silencieuses savent écouter et se protéger. Je pris mon sac. Je marchai vers la porte, sans trembler, sans me retourner. Derrière moi, les cris commençaient. Les accusations, le chaos. Mais le piège, ce soir-là, venait de se refermer. Et il ne s'était pas refermé sur moi. En quittant leur maison ce soir-là, je n'ai pas senti la colère que j'aurais pu imaginer, ni la joie, ni même un sentiment de victoire. Ce que j'ai ressenti, c'était une forme de vide. Un vide clair, presque apaisant, comme si quelque chose que je portais depuis des mois être des années venait enfin de glisser hors de moi. Le froid de la nuit m'a enveloppé, et j'ai marché jusqu'à chez moi, sans me retourner. Les pas derrière moi, les cris, les pleurs, la panique ne m'appartenaient plus. Une femme qui a retrouvé sa vérité n'a plus besoin de regarder derrière elle. Le lendemain, la chute commence. À 7 heures du matin, quelqu'un a tambouriné à ma porte. Je n'avais pas encore bu mon café. Je savais déjà qui c'était. Luc. Il se tenait sur le seuil, les yeux rouges, la chemise froissée, son manteau mal boutonné. Il avait l'air d'un homme qui avait vieilli en une nuit. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti pendant quelques secondes. Puis enfin, « Maman, qu'est-ce que tu as fait ?» Cette question-là m'a presque fait sourire. Pas par ironie, mais parce que c'était précisément ce que je savais qu'il demanderait, comme un enfant surpris de découvrir que sa mère possède une vie intérieure. « Je n'ai rien fait, Luc, » ai-je répondu calmement. Je me suis simplement protégée. Il est entré sans attendre, comme si ma maison était encore celle où il venait en courant, quand il avait 10 ans, et qu'il pleurait après une bagarre dans la cour. Mais ce n'était plus la même maison, et il n'était plus le même enfant. Il s'est assis à la table, la tête entre les mains. « Marianne dit que tu l'as empoisonné ?» Je l'ai coupé d'un geste lent. Marianne a bu son propre verre. Il a relevé brusquement la tête. Ses yeux m'ont cherché, m'ont supplié de lui donner une version simple,
une explication qui effacerait la culpabilité qu'il sentait déjà s'insinuer en lui. Mais, c'est quoi cette histoire d'enveloppe? Et ce papier du notaire? J'ai posé mes mains sur la table, bien à plat, comme on pose une vérité entre deux êtres. Luc, tu as laissé ta femme préparer ma disparition administrative. Pas ma mort, mais ma disparition. C'est parfois pire. Il a blêmi. Il a secoué la tête, lentement, comme quelqu'un qui refuse de regarder une image trop douloureuse. Je ne savais pas. Je n'aurais jamais accepté ça. Tu n'as jamais voulu savoir, ai-je murmuré. C'est différent. Cette phrase l'a transpercé plus sûrement que n'importe quel reproche. Il s'effondra en larmes, son visage enfoui dans ses mains, comme un petit garçon. J'ai eu un instant de compassion, un instant seulement. Puis la femme lucide que j'étais devenue reprit sa place. La police, l'ouverture du dossier. La police m'a appelé 2 jours plus tard. Pas parce que j'avais porté plainte. Je n'en avais pas besoin. Mais parce que Marianne avait été admise à la clinique pour une intoxication médicamenteuse, un sédatif puissant mélangé avec de l'alcool. Il devait interroger tout le monde. Un officier est venu chez moi, un homme au visage calme, professionnel. Il a posé beaucoup de questions, des questions simples, précises, administratives, des questions auxquelles je répondais sans hésiter, car j'avais tout noté. Quand il a essayé d'évoquer l'hypothèse que j'aurais pu échanger les verres pour nuire à Marianne, j'ai simplement glissé devant lui une copie de la lettre que j'avais déposée chez le notaire plusieurs semaines plus tôt. Une lettre où je décrivais, date à l'appui, la chemise bleue, les mots entendus, les risques de falsification, les inquiétudes concernant l'assurance vie, la manipulation psychologique, la peur d'un incident orchestré. Il a lu en silence, puis il a refermé le dossier. « Vous aviez anticipé, dit-il simplement. C'est rare. Rien de plus. Rien de moins. Je n'avais plus besoin de me défendre. Mes mots, mes preuves, mon calme faisaient le travail. La chute de Marianne. Dans les semaines qui ont suivi, la vérité s'est déployée, comme un tissu qu'on secoue après l'avoir enfermé trop longtemps. Tout s'est enchaîné. L'homme inconnu, un employé d'assurance, a confirmé avoir été payé par Marianne. Des documents falsifiés ont été retrouvés dans leur bureau. Des mails compromettants, des recherches Internet douteuses, des traces d'appels, une commande de sédatifs sur un site clandestin. Et soudain, l'image parfaite de Marianne s'est fissurée, puis s'est brisée. Sous les yeux de tout le monde, la famille de Marianne a été choquée. Les amis de Luc ont murmuré. Les collègues ont évité d'en parler, mais tout le monde savait. Elle fut mise en examen. Pas pour tentative d'homicide, le produit n'était pas mortel, mais pour mise en danger délibéré, faux et usage de faux, abus de faiblesse sur personne vulnérable. Personne vulnérable. Le mot m'a glacé, mais il m'a protégé. Luc, l'effondrement intérieur. Luc s'est effondré. Pas une fois, pas 2. Chaque jour, il me téléphonait. Il passait sans prévenir. Il cherchait dans mes yeux un pardon que je ne pouvais pas encore lui donner. Être jamais. Il avait construit sa vie sur un vide. Sa peur du conflit, son besoin d'être aimé, sa lâcheté affective. Et maintenant, ce vide l'engloutissait. Je ne l'ai pas repoussé, mais je ne l'ai pas consolé. Il devait apprendre la leçon que la vie voulait lui donner. Et moi, la distance nécessaire. Je regardais tout cela de loin, calmement, comme si j'avais quitté la scène et que je regardais la pièce se jouer sans moi. Je n'avais plus besoin de lutter, plus besoin de parler, plus besoin de prouver quoi que ce soit. La vérité, enfin, faisait son travail. Et moi, je pensais déjà à la suite, à une autre vie, à un autre lieu, à un autre silence, un silence qui ne serait plus une arme, mais une paix. Il y a des moments où la vie nous arrache soudain à ce que nous connaissions depuis toujours, une maison, un rôle, une famille, pour nous obliger à regarder l'horizon d'un œil neuf. Après l'effondrement, après la tempête, après le bruit des accusations et le silence lourd du tribunal, j'ai compris une chose simple. Je ne pouvais plus rester là où j'avais été blessée. Je ne voulais plus de cette maison que je connaissais par cœur, avec ses murs imprégnés de souvenirs devenus douloureux. Je ne voulais plus marcher dans ces rues où l'on me regardait avec une compassion gênée. Je ne voulais plus croiser, par hasard, Marianne portée sur un brancard ou Luc, visage défait, cherchant une excuse qu'il ne parvenait pas à formuler. Non, il me fallait partir. Pas pour fuir, mais pour respirer. Le départ silencieux,
J'ai commencé par trier mes affaires. J'ai ouvert chaque tiroir, chaque boîte, chaque dossier. J'ai pris mon temps. Rien ne devait être emporté au hasard. Ce que j'ai choisi de garder m'a étonné moi-même. Une photo jaunie d'Henri, prise sur la plage en 1978. Un foulard que m'avait offert Emma. Mon cahier de vérité. Quelques livres dont les pages portaient mes annotations à la main. Et une petite boîte en bois contenant mes alliances, celle d'Henri et la mienne. Tout le reste, j'ai laissé derrière moi. On ne construit pas une nouvelle vie en traînant les fantômes de l'ancienne. J'ai acheté un billet de train vers la côte bretonne, une petite ville que j'avais visitée une seule fois, il y a plus de 30 ans, lors d'un voyage improvisé avec Henri. Je me souvenais d'un port tranquille, d'un sentier de douaniers bordé de bruyères et d'un vent qui sentait le sel et les promesses. Quand j'ai quitté ma maison, j'ai fermé la porte sans me retourner. Je l'ai laissée à son passé, à ses ombres, à tout ce qu'elle avait contenu. Je partais légère, plus légère que je ne l'avais été depuis des décennies. La maison blanche au bord du port, la petite maison que j'ai trouvée à louer était parfaite dans son imperfection. Blanche, avec des volets bleus écaillés, une pièce principale, une chambre minuscule, une cuisine où 2 personnes ne pouvaient pas se croiser. Et surtout, une fenêtre qui donnait directement sur la mer. Le premier matin, je me suis réveillée au bruit des vagues. Un bruit régulier, ancestral, qui semblait me dire que la vie continuait, que l'eau effaçait tout, même les douleurs les plus anciennes. Je me suis préparé un thé dans une vieille théière cabossée. J'ai ouvert la fenêtre. Le vent a entrouvert mes rideaux comme un geste de bienvenue. Et pour la première fois, depuis longtemps, très longtemps, j'ai respiré vraiment. La solitude ne me faisait plus peur. Elle me tenait compagnie. Les nouvelles habitudes. Très vite, j'ai trouvé un rythme. Je sortais tôt. Marchais jusqu'au port. Saluais les pêcheurs qui déchargeaient leurs filets encore humides. L'un d'eux, un homme aux cheveux blancs nommé Léon, m'apportait parfois un poisson frais. « Pour vous, madame, c'est de la mer d'hier. » Il disait ça avec un sourire franc qui me rappelait celui d'Henri. Je m'asseyais souvent sur un banc face à l'océan. Je regardais les voiliers qui partaient vers le large. Je lisais. J'écrivais dans mon cahier. Je laissais mes pensées se dérouler comme un fil qu'on dénoue patiemment. Chaque jour, je sentais la Denise d'avant fatiguée, humiliée, trahie s'éloigner un peu plus. Et une autre femme prendre sa place. Une femme plus droite, plus calme, plus libre. Les lettres de Luc. Luc m'a écrit. Plusieurs fois, la première lettre parlait de regrets, de honte, d'amour maladroit. La deuxième tentait d'expliquer l'inexplicable. La troisième me demandait pardon. Je les ai rangées dans un tiroir. Je ne les ai pas déchirées. Je ne les ai pas lues une seconde fois. Je ne voulais pas lui fermer la porte. Mais je ne voulais pas l'ouvrir trop vite. Il faudrait du temps, du silence, de la lucidité. Le pardon, quand il existe, ne se précipite jamais. La visite d'Emma. Un samedi après-midi, alors que je revenais du marché avec un bouquet d'artichauts, j'ai trouvé quelqu'un assis sur les marches de ma maison. Emma. Elle avait grandi. Ses yeux étaient plus graves. Son sac à dos semblait plus lourd que son poids. Elle s'est levée brusquement. Elle s'est jetée dans mes bras. Sans un mot. Je l'ai serrée longtemps. Un de ces moments où le monde disparaît, où la douleur se transforme en chaleur. Elle m'a raconté tout ce qu'elle avait vu, tout ce qu'elle avait compris, tout ce qu'elle avait tenté de dire à son père. Elle m'a dit qu'elle avait eu peur pour moi, qu'elle avait cherché mon odeur dans les pièces vides après mon départ. « Mamie, tu ne vas plus jamais revenir ?» est-elle demandé, la voix tremblante. Je lui ai caressé les cheveux. « Je reviendrai quand le danger aura disparu, quand votre maison sera à nouveau un endroit sûr. » Elle a hoché la tête. Une maturité extraordinaire. Une vérité simple. Quand elle est repartie, elle m'a laissé un coquillage blanc. Pour que la mer te rappelle que je suis avec toi. Je l'ai posé sur ma table de nuit. Il est là encore aujourd'hui. La renaissance. Les semaines ont passé. La paix s'est installée en moi comme une lente marée montante. Je mangeais mieux. Je dormais mieux. Je riais parfois. Toute seule. Sans raison. Juste parce que la vie recommençait à avoir du goût. J'ai compris quelque chose d'essentiel. On peut être vieille et renaître quand même. On peut perdre sa famille et retrouver sa liberté. On peut être trahi et encore capable de lumière. Et chaque soir, face à l'océan, je murmurais pour moi-même. Je suis vivante.
vivante autrement, vivante enfin. Le soir tombe plus tôt au bord de la mer. La lumière décline sans prévenir, glissant derrière les nuages comme une respiration fatiguée. C'est être pour cela que j'aime cet endroit. Ici, la fin du jour ne cherche jamais à séduire. Elle est simple, franche, honnête, comme je voudrais l'être maintenant, jusqu'au bout. Ce soir-là, je suis sortie m'asseoir sur le banc près du port. Le vent était frais, mais pas hostile. Il portait des odeurs de varech, de bois mouillé, de pain encore chaud venant de la boulangerie du coin. J'ai serré mon foulard autour de mon cou et j'ai observé les bateaux bercés par la houle légère. Le monde semblait calme, presque immobile. J'ai pensé à ma vie, pas seulement aux derniers mois lesquels auraient suffi à fatiguer n'importe quel cœur, mais à l'ensemble de mes années. C'est étrange comme, lorsqu'on vieillit, certains souvenirs deviennent plus lourds que d'autres. Pas ceux que l'on croit. Pas les grandes dates, ni les événements marqués dans des albums. Non, les souvenirs qui pèsent le plus, ce sont les minuscules gestes invisibles. La main d'Henri sur la mienne quand j'avais froid. Le rire de Luc enfant lorsqu'il courait dans le jardin. Le premier dessin d'Emma accroché sur mon frigo. Les gâteaux à la cannelle que je préparais pour les voisins. Les dimanches tranquilles où personne ne me manquait encore. Ce sont ces instants-là qui survivront à tout, même à la trahison. Je n'ai pas toujours été forte. J'ai eu peur. J'ai douté. J'ai pleuré dans le noir, plus souvent qu'on ne le croit. La solitude forcée n'est pas un exercice héroïque, c'est une endurance. On tient parce qu'il n'y a pas d'autre choix. On avance parce qu'on recule serait mourir un peu. Mais un jour, la peur laisse place à quelque chose d'autre. Une volonté, une lucidité, un refus obstiné d'être effacé. C'est ce qui m'a sauvée. Ce que j'ai compris. En regardant l'horizon ce soir-là, des vérités simples sont venues à moi, comme si la mer les avait portées jusqu'à mes pieds. J'ai compris que Marianne n'avait pas seulement voulu mon argent ou mes biens, elle avait voulu ma place, ma position dans la famille, mon influence morale. Elle voulait un vide pour y installer son propre pouvoir. Et Luc n'était pas mauvais, il était faible. La faiblesse est une maladie lente et dangereuse. Elle détruit plus de familles que la méchanceté. J'ai compris aussi que je ne pouvais plus porter la responsabilité de son aveuglement. J'avais fait ma part. J'avais aimé ce fils plus que ma propre vie. J'avais donné tout ce que j'avais à donner. À présent, il lui appartenait de choisir quel homme il voulait devenir. Pas pour moi, pas pour Marianne, mais pour Emma. Moi, j'avais déjà choisi. J'avais choisi la paix. Les lettres non ouvertes, je pense souvent aux lettres de Luc que j'ai rangées dans mon tiroir. Être qu'un jour, je les lirai. Être pas. Le pardon est une porte que l'on n'ouvre pas parce qu'on nous le demande, mais parce qu'on en a envie. Parce que l'air derrière cette porte n'est plus toxique. Aujourd'hui encore, je ne sais pas si l'air est devenu respirable, mais je sais que mon cœur, lui, respire mieux loin d'eux. Il n'y a pas de honte à se protéger. Il n'y a pas de faute à se retirer lorsque le danger vient de ceux qui partagent votre sang. Ce que j'ai vécu m'a appris une leçon essentielle. La famille n'est pas seulement celle qui nous met au monde, c'est celle qui ne nous détruit pas. Emma, la lumière survivante. Quand Emma est venue me voir dans ma petite maison blanche, j'ai senti quelque chose renaître en moi. Elle n'avait pas tenté de comprendre l'incompréhensible. Elle avait simplement été présente, simplement vraie. Les enfants ont une sagesse que les adultes perdent en chemin. Ils savent distinguer le juste de l'injuste sans besoin de grandes phrases. Elle m'a laissé un coquillage blanc. Je le garde près de mon lit. Chaque soir, je le touche du bout des doigts et il me rappelle que la vie n'a pas complètement basculé dans la noirceur. Il reste des êtres qui aiment sans intérêt, sans calcul, sans mensonge. Et parfois, un seul être suffit pour redonner une raison de rester debout. La femme que je suis devenue, je ne suis plus la Denise d'autrefois. Je suis plus vieille, oui, mais aussi plus droite, plus tranchante dans mes limites, plus forte dans mes silences. Je ne cherche plus à plaire. Je ne cherche plus à être comprise. Je ne cherche plus à prouver quoi que ce soit. J'existe, calmement, simplement, complètement, et cela me suffit. Le dernier regard sur la mer. La nuit était presque tombée lorsque je me suis levée du banc. Le ciel était devenu noir, sans lune. La mer brillait par endroits, caressée par les lumières du port. J'ai respiré profondément. J'ai senti le sel sur mes lèvres. J'ai senti la vie dans mes veines, une vie nouvelle,
une vie à moi. Avant de rentrer, j'ai murmuré quelque chose, pas une prière, pas un souhait. Une vérité, la mienne, une vérité qui m'a sauvée. Une vérité que je laisse à celles qui me liront, à celles qui ont trop longtemps souffert en silence. Le silence peut aussi être une forme de justice.